Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier D organisé en collaboration avec Desjardins, des ateliers pratiques dédiés aux entrepreneurs pour discuter, développer et devenir autrement. Mon nom est Roxane Classen, je suis directrice expérience client au réseau Mentorat, puis je vais être votre animatrice ce midi. Merci d'être là en grand nombre. Et puis, sans plus tarder, j'aimerais vraiment vous présenter avec honneur, je dirais, parce qu'on est très chanceux de l'avoir ce midi, Salwa Salek. Donc, les enjeux d'équité et de diversité sont chers à celles qui accompagnent l'une des plus grandes institutions financières du Canada sur le chemin de l'inclusion. Aux yeux de Salwa Salek, l'ambition collective s'élève au contact des forces distinctives. Après une première carrière dans l'industrie de l'édition et de la consultation, en management stratégique, Salwa s'est jointe au mouvement Desjardins en 2011. Elle a accompagné la haute direction dans différents mandats de réflexion stratégique sur le talent, les transformations organisationnelles également, grâce à un bagage acquis dans le milieu de la consultation. Elle dirige maintenant le bureau Équité, Diversité et Inclusion du Mouvement Desjardins, une mission de vie qui lui tient à cœur. Passionnée d'innovation et d'impact social, elle agit à titre d'ambassadrice du Coopératon, la plus grande compétition d'innovation ouverte au monde pour promouvoir l'inclusion comme levier d'innovation et de performance. Et portée par des convictions fortes, elle révèle aux participants de l'effet A ses astuces pour influencer positivement les gens et le cours des choses en entreprise. Quel bagage, Salwa, bienvenue. Merci tellement, Roxane, pour cette belle invitation. Ça fait grand plaisir et en fait, je suis très contente pour nos participants qui sont là aujourd'hui parce que, en fait, on parle beaucoup d'équité, diversité, inclusion. On veut être concurrentiel comme entreprise, on veut être pérenne et donc de développer une stratégie en ce sens-là, c'est tellement important, mais on ne sait pas toujours par où commencer. Ça peut sembler compliqué un peu. Donc, tu viens nous présenter aujourd'hui des éléments très concrets, des incontournables d'un plan d'action et aussi des façons de mesurer son progrès pour avoir un maximum d'impact. Exact. Puis je viens aussi vous rencontrer, messieurs et mesdames entrepreneurs au bout de la ligne, aussi pour connaître vos défis et vous entendre à la fin. On va avoir une période d'échange. On a voulu avec Roxane que ce soit interactif. Fait que n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à nous interpeller parce que c'est quelque chose qui est important. Je vois pas l'échange unidirectionnel. On commence à échanger candidement avec Roxane, mais l'idée, c'est de poursuivre cet échange tous ensemble parce que c'est un défi, le DI, et les grandes organisations peuvent se structurer en créant des rôles carrément comme le mien, des équipes, etc. Mais les PME n'ont pas toujours le luxe de pouvoir dédier des gens là-dessus. Donc, ça repose beaucoup sur la vision des entrepreneurs et qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc, voilà, on est là pour vous écouter aussi. Absolument, on va avoir un bon 20-25 minutes d'échange avec vous. Donc, soyez prêts à nous poser vos questions. Et puis, effectivement, si vous voulez utiliser le clavardage pour ce faire, donc vous avez le bouton chat ou clavardage dans le bas de l'écran ou converser, là, tout dépendant de votre version, et vous pourrez effectivement poser vos questions. Aussi, n'oubliez pas d'ouvrir vos caméras. On est très, très content de vous avoir avec nous ce midi, puis ça va nous faire plaisir de vous voir. Alors, voilà, écoute, Salwa, si tu es prête, on peut entamer peut-être notre échange. On y va. Génial. Alors, la grande question, je pense, avec laquelle il faut commencer, pourquoi en fait une entreprise ou les entreprises devraient s'intéresser à l'équité, la diversité et l'inclusion là, en 2022? Je vais répondre de manière théorique et après, je vais répondre avec le cœur et après, peut-être avec les chiffres. De manière théorique, c'est que on sait très bien aujourd'hui ce que la diversité apporte. Parler de diversité dans une organisation, ça permet une performance plus élevée. Donc, tous les chiffres, les recherches à travers le monde le démontrent. Il y a plus de 25% à 36, plus 36% de chances d'avoir une performance financière plus élevée quand on diversifie le talent qui est autour d'une table. On sait aussi que la diversité, elle va permettre davantage d'innovation. Et les recherches le montrent. La dernière étude de Accenture qui date d'il y a 2 ans démontre le lien direct entre la diversité des équipes et l'innovation en entreprise et les marges aussi
supérieur. Quand on est entrepreneur, tu sais, l'idée, c'est pas de faire de la diversité juste parce que c'est vertueux, juste parce qu'il faut le faire. On le fait aussi parce que ça change quelque chose concrètement à ce qu'on a apporté à notre clientèle et ça change quelque chose à notre bas de page aussi. On performe mieux et donc on peut redonner mieux à la société. Et quand je disais, donc ça c'est le volet théorique important, mais derrière ça, au-delà des études qui démontrent l'avantage, quand je dis je vais y aller avec le Le cœur ou cœur. un petit peu plus d'intensité, c'est parce que c'est la seule chose juste à faire. On n'a pas le choix. C'est fini le luxe de se dire c'est un sujet que je traite à côté avec mes ressources humaines. C'est fini ce temps. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez été voir les dernières statistiques de Stat Canada. Euh, la moitié de la population canadienne en 2041, c'est des immigrants de première et de deuxième génération. La moitié. On n'est pas en train de parler de 20%, on n'est pas en train de parler de ce qu'on est actuellement déjà dedans dans le 30 et quelques pourcents. La moitié. Sachant que en date d'aujourd'hui, c'est au niveau du Canada, l'immigration dans la diversité ethnoculturelle la majeure, elle est asiatique. Parce que c'est vrai que le Québec, nous, on se regarde juste entre nous, on a l'impression que c'est essentiellement une population de diversité ethnoculturelle maghrébine, population noire, etc., mais africaine, alors hispanophone, mais Canada, c'est large. Donc, quand on parle du Canada, c'est vraiment les communautés asiatiques qui sont majoritaires. Sauf qu'en 2041, ça sera les populations noires Hmm. à l'échelle du Canada. Donc, ça c'est un grand changement. Vous voyez? Donc, on doit s'y préparer. Et là, je prends juste la diversité ethnoculturelle. Je ne prends pas Toutes les la autres diversité de genre, diversités. je ne parle pas des incapacités physiques et mentales et autres, je ne parle pas de la diversité d'un point de vue de la neurodivergence qui est de plus en plus présente dans la société, je ne parle pas des enfants qui sont dans les écoles actuellement avec de la dyslexie, de la dysorthographie, dyscalculie, etc., et qui arrivent sur le marché du travail, ils arrivent sur le marché du travail alors que les écoles s'adaptent à eux. Ils vont arriver dans nos organisations, toutes les organisations. Est-ce que vous vous adaptez aux dyslexiques dans les réunions, dans les tests que vous passez pour le recrutement, dans les formations, etc. On est loin de ça, même quand on est des grosses organisations comme les nôtres par rapport à ce petit enjeu que je souligne. Donc, d'un point de vue démographique, je dis toujours que j'aime tirer la sonnette d'alarme avec ça. Parce que ça parle, ça c'est le portrait de la population de demain. Et comme entrepreneur, comme organisation, puis comme société d'un point de vue politique, on est là pour répondre aux besoins de la population. Et cette population se diversifie à grands pas dans notre pays et les attentes de la jeune génération, ils veulent une cohérence totale de notre main-d'œuvre jusqu'à l'impact qu'on a dans la société. Et ils nous observent là-dessus. Dans un contexte de pénurie et de rareté de la main-d'œuvre, ils ont l'embarras du choix et ils nous observent, nous les organisations. Et vous, comme entrepreneur à la tête de vos organisations, vous êtes observés par rapport à votre cohérence et votre walk the talk, de la manière dont vous recrutez et vous accueillez jusqu'à la manière dont vous redonnez dans la société à travers vos dons, votre compte bandite, vos implications, votre marque citoyenne, etc. Donc, le deuxième élément, c'est ça, c'est que c'est plus un choix. Et si on s'y intéresse pas aujourd'hui, on sera très en retard pour demain. Donc, ce que je comprends, là, c'est que non seulement c'est essentiel, mais c'est que ça touche en fait un paquet de choses avec différents angles de vue. Donc, l'évolution sociodémographique, on n'y échappera pas, donc tu viens d'en parler. Les attentes des nouvelles générations qui sont grandissantes pour le bien commun et effectivement, il faut s'adapter. Tout ce qui est pénurie de main-d'œuvre, la responsabilité sociale des entreprises, peu importe la taille d'ailleurs, et que Oui, ça a aussi un magnifique impact sur la performance des entreprises, le premier élément que tu as amené tantôt. Donc, on ne peut pas s'en passer et je pense que tu viens de convaincre les gens qui ne l'étaient pas encore. Absolument. Et bien là, bon, on part de là. Maintenant, je suis une entreprise, là, je suis quelqu'un qui nous écoute actuellement, mais oui. qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de se doter d'une stratégie d'équité, diversité, inclusion pour une entreprise et même pour une très petite entreprise? Parce que, hein, on a parlé de toutes les tailles, là.
Oui, 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 tout à fait. Je ne sais pas si tu partages le On petit peut faire ça, document. oui, Oui, absolument. quand je me préparais à ça, je me disais, OK, si je me mets dans la peau d'un entrepreneur, c'est quoi les étapes? Donc, oui, il y a l'élément, si on passe à la slide d'après, où Oui. je revenais sur les chiffres et l'importance hein, des chiffres de ce que la diversité permet, mais je veux juste ajouter que l'inclusion et l'équité aussi ont un bénéfice dans les organisations et il est calculé. On sait que l'inclusion, quand les gens se sentent inclus dans les rencontres, que ce soit votre membership, votre clientèle, que ce soit vos fournisseurs, etc., on sait que ça augmente la satisfaction des clients et on sait que ça a un impact de plus de 50% sur le risque de départ. Donc, plus dépendamment de la taille de votre entreprise, et surtout quand c'est des TPE, des PE, vous savez, plus vous allez favoriser l'équité et l'inclusion dans votre entreprise, ne serait-ce que dans les discussions que vous avez, ça va améliorer votre manière de décider. Souvent, dans les rencontres, tu as une ou deux personnes qui mobilisent toute la parole. Est-ce qu'on tire profit vraiment en animant des rencontres, en laissant juste deux ou trois personnes mobiliser la parole? Donc déjà, il y a des petits gestes comme entrepreneur très faciles dans vos rencontres, dans vos réunions pour tirer le maximum de profit de toutes les intelligences autour de la table pour que vous preniez les meilleures décisions pour votre business. Et donc, comme leader et entrepreneur, vous avez ce pouvoir déjà à toute petite échelle, juste dans les réunions, juste dans les rencontres, la manière dont vous allez faciliter pour aller chercher tous les points de vue et d'en faire un cheval de bataille. Donc parfois, ça n'a pas besoin la première étape, Roxane, n'a pas besoin Oui. d'être déjà de faire le big plan, de se donner des cibles, etc. Déjà, juste en prenant conscience de l'impact que ça a d'un point de vue chiffré sur vos opérations, la satisfaction de vos clients, le turnover au sein de votre organisation, votre rôle comme leader d'une entreprise, c'est déjà votre job. Passez votre temps à prendre des décisions. Un des moyens de rendre vos décisions encore plus pertinentes, c'est de les rendre inclusives et de prendre les avis du maximum. Après, quand je pensais à si j'avais à vous dire un petit peu les étapes par lesquelles passer. Donc, si on passe à la slide d'après, j'y Oui. réfléchissais, puis je me disais, même à l'échelle d'une petite entreprise, pour vous mettre en action rapidement, j'identifie 5 grandes étapes. La première, c'est de définir vraiment clairement votre vision en matière d'équité, de diversité et inclusion. D'accord? Vous voulez faire de l'équité, de la diversité et de l'inclusion pour qui en premier? Pour vos employés? Pour vos clients? Pour la société? Chaque entreprise, vous ne partez pas du même endroit. Donc, nous, c'est sûr que chez Desjardins, on est dans une vision systémique. On veut le faire pour nos employés, pour nos clients et pour la société parce qu'on est un leader socio-économique et on veut être cohérent mur à mur. Donc, par exemple, pour les employés, nous, un des segments prioritaires, c'est la parité. Donc, c'est clair que pour nos membres clientes, il faut que je soutienne la parité aussi. Donc, c'est sûr qu'après, d'un point de vue impact social, je vais m'associer à l'EFEA et d'autres pour redonner aux femmes dans la société jusqu'à créer un parcours entrepreneur gratuit pour tous nos membres clientes et ouverte à toutes pour les aider à aller plus loin dans un leadership inclusif. Donc, vous voyez, c'est vraiment votre vision, votre engagement et vous voulez aller là-dedans et vous voulez qu'on retienne quel message de votre entreprise. C'est quoi le message? Qu'est-ce que vous voulez que la société retienne? Qu'est-ce que vous voulez que vos clients retiennent de vous dans cette perspective? Qu'est-ce que vous voulez que vos employés, les futurs candidats que vous voulez attirer? Ça, c'est vraiment la première étape. Puis c'est pas, quitte à passer beaucoup de temps sur cette étape, elle est essentielle. Parce que oui, souvent, on a l'impression qu'il faut bâtir le business case en EDI, expliquer à son CA, à ses bailleurs de fonds, etc., pourquoi on veut aller là-dedans, pourquoi il faut investir là-dedans et tout. Mais je vous jure que c'est essentiellement un dossier de cœur. Pour bien avancer, je parle. Vous aurez beau
avoir les meilleurs chiffres et sortir, etc., ça va peut-être sonner tirer une sonnette d'alarme dans votre comité de direction, auprès de vos CA, auprès de vos bailleurs de fonds. C'est bien, c'est important. Mais pour garder les gens engagés, il faut qu'ils croient que c'est important et que ce n'est pas juste quelque chose de vertueux qu'on va mettre d'un point de vue PR. On peut faire ça, mais ça va être payant peut-être à court terme, mais pas à long terme. Donc ça, c'est votre première étape. Nous, on a pris vraiment du temps. C'est notre deuxième plan. Et autant le premier plan, on s'est donné une définition de c'est quoi la diversité et l'inclusion pour nous. Et aujourd'hui, on s'est donné un engagement à l'échelle de l'ensemble de l'organisation, un engagement systémique. Je vous ai mis à la slide d'après ce que ça veut dire chez nous, juste pour vous donner un exemple. C'est un engagement qu'on a ancré dans l'évolution culturelle. Parce que amener de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, tu ne peux pas l'amener juste parce que c'est une tendance et c'est une mode et c'est une attente. Il faut que ça résonne avec ta mission de base comme organisation. Il faut que ça résonne avec ton ADN. Donc, il faut que tu lui donnes une couleur. Tu ne suis pas juste une tendance, une mode. Il faut vraiment que l'inclusion et l'équité soient quelque chose auquel tu adhères comme leader et que tu fasses adhérer tes gens, mais que ça devienne un projet collectif. Donc, il ne faut pas le dissocier de ta culture et ton ADN. Donc, nous, c'est sûr, on est une coop, donc c'était facile de dire que Desjardins, à la base, est né d'une injustice. Desjardins a été créé parce que les Québécois francophones n'avaient pas accès au crédit, donc n'avaient pas accès à des rêves d'autonomie financière et d'émancipation. Donc, on est né de l'exclusion. Donc, c'était facile de le rattacher à quelque chose qui parle à tout le monde. Parce que parfois, la diversité, quand on la segmente, les femmes, les jeunes, la minorité visible, les personnes avec un handicap, etc., la personne du groupe majoritaire, là, se dit, ouais, d'accord, c'est tous les autres et pas moi. D'accord? Mais au fait, c'est pas vrai. C'est nous tous. Chez Desjardins, donc on l'a ancré sur notre culture. Vous voyez notre engagement, c'est d'accueillir chaque personne, la considérer pour ce qu'elle est, s'enrichir de sa différence, la valoriser pour celle-ci, lui garantir le même traitement. Et on s'est donné ces 4 principes directeurs que vous voyez. Mais là où cette fois on va plus loin que dans notre premier plan, c'est qu'on dit cette exigence, elle n'est pas juste envers l'interne. On a aussi cette exigence vers nos membres clients et vers nos fournisseurs. Donc, on veut aller plus loin et être un acteur là-dedans pour bâtir un Québec, un Canada plus inclusif. Et vous voyez à gauche l'importance, je vous le donne comme exemple, c'est que ça va être important aussi de voir ce que ça signifie pour ceux à qui vous allez le dire. C'est nous, on le fait pourquoi? On le fait bien sûr pour que chaque employé chez nous, d'un point de vue employeur, ait le goût de rentrer en étant lui-même, qui rentre pas, tu sais, que, entre guillemets, moi, Salwa Salek, je rentre comme Salwa Salek, avec ma passion, avec le fait que je ne sois pas une financière pour un sou, avec le fait que je challenge et que j'ai le droit d'être moi. Et moi, je me bats pour, et pas juste moi, bien sûr, toute l'organisation. L'idée, c'est que chacun amène, like, bring your real self. Parce qu'on croit profondément que si chacun amène son real self, ben on va être capable de faire bouger notre organisation et de la rendre elle-même la meilleure version d'elle-même dans ce qu'elle veut redonner dans la société. Et pour nos membres clients, c'est de dire, ben, si on fait ça, pour nous, c'est la garantie pour eux qui vont réaliser leurs rêves et développer leur autonomie financière nonobstant leur diversité. Nonobstant. Et c'est là, vous voyez, il y a les premiers, bien sûr, niveaux de diversité, mais il y a aussi la diversité sociale. Et quand on est un institut financier, c'est donner accès au crédit et accès à une meilleure vie à tout le monde et pas juste à ceux qui ont un compte bancaire bien garni. Donc, je vous donne ces exemples juste pour que vous voyez à quel point il faut que ce soit groundé. Donc, c'est pour ça que c'est une étape qu'il ne faut pas escamoter. Il faut y donner du sens. Et ceux qui sont à la tête des entreprises comme vous, entrepreneurs, ben vous êtes le jack of all trades, parce que vous êtes dans tout et c'est votre leadership qui doit transparaître. C'est une extension de votre leadership, cette vision quand vous commencez. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, qui est fondamentale, si on va à la slide d'après, c'est vraiment de collecter et d'analyser les données.
C'est important, quelle que soit la taille de votre... plus la taille est petite, plus ce sera facile pour vous, mais il faut vous poser les vraies questions. C'est quoi la représentation de la diversité dans mes équipes actuelles, dans mes candidats qui s'intéressent à moi? C'est quoi la représentation? Ça, c'est le baseline, là. Ça, c'est le début. Quand on commence, c'est quoi la représentation dans mon portefeuille clientèle, dans mes fournisseurs et dans mon implication sociale? Quand je parle d'implication sociale, c'est quand je redonne ou quand je m'associe avec des partenaires ou quand j'invite des gens dans ma gouvernance, etc. Est-ce que je vais toujours chercher les mêmes personnes? Est-ce que dans mon implication à l'extérieur de l'organisation, je redonne, par exemple, en don ou n'importe quoi ou en commandite, toujours à des entreprises à propriété par le groupe majoritaire ou toujours à des entreprises dont le CEO, c'est un homme, etc., etc. Donc, faut que vous vous voyez à l'interne, il faut que vous voyez aussi au niveau affaires. Si vous êtes capable d'aller jusqu'au niveau impact social, tant mieux. Mais souvent, juste pour starter, commencez que avec vos employés. C'est la première étape. C'est quoi ma représentation actuelle à tous les niveaux de poste? C'est quoi la représentation de mes candidats? Est-ce que j'ai beaucoup de CV au fait diversifiés qui viennent vers moi, mais je me regarde dans le miroir, j'ai tendance à recruter les mêmes personnes, hein. Mais pas juste d'un point de vue d'âge, de couleur ou de base de ce qui est la diversité, mais même au niveau des diplômes. Ah ben moi je suis diplômée d'HEC. Ah ben tiens, comme par hasard, tous ceux qui m'entourent sont diplômés d'HEC. Tu vois? Ah, l'UQAM pour moi c'est pas une bonne université. J'ai un méchant billet, j'ai personne. J'exagère là, mais vous voyez, c'est de se voir par rapport à ça. Une fois que vous avez collecté, analysé les données, c'est là où vous commencez à préparer votre plan. Et votre plan, il faut qu'il soit préparé en fonction non seulement de la vision, mais de ses résultats. Parce que vous allez avoir une réalité des chiffres qui va parler. Et c'est ces chiffres aussi que vous allez vouloir améliorer grâce à votre plan. Mais comme une PME, si je me mettais dans votre peau, puis je me dis, ben, ça doit être aussi en fonction de votre budget. Il y a des choses très faciles en EDI qu'on peut faire sans argent. Il y a assez de ressources à l'extérieur, universitaires et autres, où vous pouvez aller chercher pas mal d'éléments pour vous inspirer, pour bâtir votre plan. On n'a pas besoin d'argent nécessairement. Mais par contre, il y a des éléments où pour vous placer certaines annonces en termes de recrutement, de promotion, de présence dans certains campus universitaires pour amener davantage de diversité, etc. Il y a des choses qui vont nécessiter quand même un investissement. Donc rêvez, oui, mais rêvez en fonction de votre budget. Et là où vous n'en avez pas, faites des alliances. Il y a pas mal d'OSBL qui sont là pour aider à très peu, à très peu de frais. Et après, quand on bâtit le plan, il y a vraiment 5 rubriques pour moi qui sont essentielles. La première rubrique du plan, ça doit être vraiment la gouvernance et la mesure. Okay? Au niveau de votre gouvernance, vous devez vous mettre une petite équipe en charge de ça et vous dire c'est quoi les éléments, les taux qu'on veut améliorer. Est-ce que c'est la représentation des femmes sur notre CA et dans notre comité de direction? Est-ce que c'est la représentation de la diversité ethnoculturelle dans mon middle management? Parce que j'en ai beaucoup dans les postes d'entrée, mais j'ai rien dans le middle management, etc. Donc, c'est des éléments de gouvernance et de mesure. Deuxième élément très important, surtout pour le volet talent dans le contexte de rareté. Et comme je vous ai dit, dans 20 ans, la moitié du Canada est diversifiée. C'est l'attraction et la fidélisation de vos talents. Donc ça, là, il y a 3 pratiques essentielles d'un point de vue humain que toute organisation doit surveiller quand elle fait un virage comme celui-là. La première pratique, c'est le recrutement. Il faut vraiment que vous regardiez votre recrutement et que vous le scrutiez avec des taux. Combien j'ai de personnes qui ont appliqué des différents segments de diversité que je dois améliorer, combien j'en accueille en entrevue et combien on le poste. Parce que ça, c'est le seul moyen de conjurer les billets qu'on a tous, et on les a tous, c'est de voir très clairement qui s'intéresse à nous et applique, qui j'accueille en entrevue et finalement qui je retiens.
Deuxième élément, c'est dans les pratiques de développement. Au niveau de la formation, du développement, il y a de l'investissement à y mettre dans le développement et la formation. Et la troisième pratique, c'est vraiment dans la mobilité. Comment vous encourager, dépendamment de la taille, bien entendu, de votre organisation, les gens à bouger, à qui vous donnez les promotions, à qui vous donnez les mandats les plus qualifiants pour leur permettre de grandir dans l'organisation. Après ce troisième volet, c'est vos produits et vos services. Parce que l'EDI, ce n'est pas un défi RH, là. C'est un vrai défi d'affaires et en bout de ligne de pérennité pour nos organisations. Donc, il faut que vous regardiez vos produits et vos services. Est-ce qu'ils sont designés, pensés pour le groupe majoritaire ou la personne lambda, disons, si on pense au volet handicap et on développe toujours pour la personne physiquement en forme, quoi, et on oublie tout le reste? Alors ça, c'est important de regarder vos produits et de vous dire, est-ce que mon marketing est inclusif? Est-ce que l'offre de service que j'ai s'adapte à la diversité ethnoculturelle, etc. Est-ce que dans mes processus, vous savez, on en a tous des processus en organisation. Est-ce que quand j'envoie des lettres à mes clientèles, automatiquement, c'est bonjour monsieur, madame? Il y a des petits gestes très petits. Nous, quand on est une très grosse organisation, c'est très complexe, juste ça à régler. Mais quand vous avez la chance d'être une petite entreprise, une TPE, une PE ou une PME, ben, regardez juste la manière dont vous communiquez avec votre clientèle. Est-ce qu'elle est à jour par rapport à leurs attentes? Donc, ça, c'est par rapport à l'offre. Et la dernière, je ne la vois plus dans On ma a la marque citoyenne. et la marque citoyenne. L'importance de réfléchir à votre marque et à l'empreinte que vous voulez laisser d'un point de vue citoyen. Alors nous, tu peux aller à l'autre. Oui, Nous, comme je vous disais, l'engagement qu'on s'est donné, on l'a vraiment traduit. Notre plan, il a ces 5 rubriques, mais de manière plus complexe parce qu'il est éclaté en 3 axes. Donc, notre plan, il a un volet employeur où on revoit en profondeur toutes nos pratiques de gestion de personnes pour devenir et être considéré comme un employeur bienveillant et paritaire. Bien entendu, inclusif de tout. Mais nous, on a décidé que le grand cheval de bataille en intersectionnalité, c'est la parité. Donc, c'est les femmes, mais bien sûr des femmes de diversité ethnoculturelle, des femmes jeunes, etc. Et avec tous les autres segments de la diversité. C'est là-dessus on veut se différencier sur le marché. Le deuxième volet, c'est vraiment nos pratiques d'affaires. L'engagement que je vous ai partagé, c'est cool qu'il se traduise dans les pratiques de gestion des personnes, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut qu'il se traduise dans toutes nos pratiques d'affaires. Et donc, pour nos membres et clients, on soit reconnu comme une coopérative inclusive. Et enfin, dans toutes nos pratiques d'impact social, pour que dans tout ce qu'on redonne aux collectivités, on soit considéré comme un leader socio-économique bienveillant et inclusif et pas un leader socio-économique qui redonne toujours au même groupe. Donc, c'est vraiment ces 3 volets. Puis après, bah, on travaille sur notre gouvernance, sur notre mesure. On a toutes les pratiques de talent dont j'ai parlé, on les retrouve dans le volet, dans le volet 1. Tout ce qui touche à notre offre, notre marketing, nos processus, les formulaires, etc., c'est dans notre volet 2. Et dans le volet 3, on retrouve toute notre diversité au niveau fournisseur, toute notre image, bien sûr, de marque et de réputation et tout ce qu'on redonne en termes de dons et de commandites. Donc, ça, c'est vraiment pour vous donner juste un cadre. Ça, c'est sûr, c'est un cadre stratégique EDI plus systémique, mais comme je vous dis, vous choisissez en fonction de votre organisation et de l'analyse que vous allez avoir, où est-ce que vous voulez mettre l'effort. Ça peut être, je commence avec mon volet 1. Moi, c'est juste mes pratiques de gestion des personnes que je veux d'abord commencer parce que c'est là où je suis en retard et clairement, ma main-d'œuvre ne représente pas ma clientèle. Dans ma clientèle, j'ai un peu tout et ma main-d'œuvre, elle est complètement homogène, par exemple. Et donc, c'est votre premier cheval de bataille. Il y en a d'autres qui vont dire, ben non, ma représentation au niveau employeur, elle est très bien.
à tous les niveaux. Mais par contre, mon Dieu, que mon offre, elle ne s'adapte pas à des consommateurs diversifiés. Ben, je vais travailler là-dessus. D'accord? Donc, c'était juste pour vous montrer que ce n'est pas toujours travailler juste sur le volet employeur. C'est une réponse très riche et très étoffée, hein, à la grande question qu'on avait. Puis il y a des gens qui nous ont déjà demandé si la présentation serait disponible. Et oui, nous allons vous l'envoyer avec plaisir dans les prochains jours. Salwa nous a fait un beau cadeau avec cette présentation. Et puis, je vais tenter de résumer brièvement ce que tu as dit, Salwa, parce que comme je te dis, il y avait énormément d'éléments de réponse. Mais ce que je comprends, c'est qu'on a une direction à prendre comme organisation. Il faut que ça parte en fait de la culture d'entreprise pour teinter en fait les gestes de tous et chacun. On commence avec des petits pas, hein? Même quand on est une petite entreprise et qu'on a moins de budget, on peut y aller avec des éléments au niveau de notre équipe de travail. Donc, au niveau même des réunions, tu le disais. Ensuite, quand on a commencé à travailler plus sur notre équipe, on peut élargir ça à nos partenaires, nos clients, puis après ça, au niveau de la société. Et dans les trois étapes que tu nous parlais, c'est premièrement établir notre vision des choses, qui est super important. Et c'est là qu'il faut mettre le plus d'emphase pour commencer. Ensuite de ça, on collecte, on analyse les données qui vont nous permettre de situer où on doit faire des actions. Et finalement, évidemment, on prépare un plan, mais tout ça en fonction, évidemment, de tous les éléments précédents, donc les données, la vision, les valeurs même de l'entreprise. Alors, c'est accessible à tous, mais faut commencer en quelque part, finalement. Exactement. Oui. Je vois l'heure qui file, donc je vais tenter d'avancer parce que je suis sûre que les gens commencent à avoir des questions, mais là, donc, on a parlé de tout ça, on a parlé un peu des étapes. Quels sont les défis spécifiques, en fait, des entreprises quand on se lance comme ça? Les défis des entreprises qui se lancent, Dans leur premier plan d'action. Donc, je commence, quels sont les défis quand je commence à bâtir mon plan d'action? en fait, souvent, quand tu commences, tu as l'impression que ça va être énorme et que c'est pas faisable, etc. Moi, je dis vraiment, vous choisissez vos batailles. D'où l'importance d'avoir un portrait clair et le portrait de la data qui est clair, mais aussi une clarté sur l'intention entrepreneuriale que vous avez déjà derrière ça et l'intention au niveau de votre leadership, qu'est-ce que vous voulez laisser? Qu'est-ce que vous voulez qui transparaît? Et à partir de là, pour moi, c'est de choisir ses batailles, c'est pas tout affronter dès le début et de bien comprendre pourquoi vous voulez apporter ces changements. Parce que au cours de la mise en œuvre, parce que ça, tu bâtis ton plan, mais après, la quatrième étape, c'est de le mettre en œuvre. Et vous allez en avoir des défis. Il y en aura tellement que parfois vous allez vous dire eh, pourquoi je me suis embarquée là-dedans, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que comme leader d'entreprise, vous compreniez et vous saisissiez pourquoi il faut apporter ces changements. Il peut y avoir des gens, tu sais, parce que ce qui est incroyable avec le DI, c'est que le vœu pieux, tout le monde est d'accord avec. Mais tout le monde. Mais par contre, ça se crunch quand ça commence tu commences à rentrer dans les détails. C'est-à-dire quand tu commences à voir que ben, tu veux améliorer, prenons juste celui-là, la parité dans ton comité de direction ou ta parité dans ton CA, etc. Et que tu as beau, comme CEO de la boîte, amener des profils de femmes hyper compétentes, et que ben, malheureusement, c'est pas elles qui sont retenues, par exemple, par ton comité de sélection ou n'importe en bout de ligne. Ben, ça, c'est difficile à comprendre quand tu y crois toi. Et puis après, c'est que c'est pas parce que tu y crois que ça va automatiquement arriver. Tu as beaucoup de gens à convaincre et il faut changer. On change les gens une personne à la fois dans des changements structurels comme ça. Absolument. La culture, on dit que ça prend 5 à 7 ans, hein, à la faire évoluer au sein d'une organisation. Donc, avec les multiples mentalités, effectivement, il faut s'adapter. Donc, on choisit ses batailles finalement et il faut comprendre où on veut aller, en fait. C'est vraiment ça. Donc, les points que je retiens. Et donc, selon ton expérience à toi, as-tu des facteurs clés de succès quand même? Ben, pour moi, dans ce que j'ai vu, sérieusement, c'est
le tone at the top. Il faut que le leadership y croit, il faut que les gens qui vous entourent vous back là-dedans et soient avec vous dans cette aventure. Et avant de sortir, là, je pense à des PME qui ont plusieurs centaines d'employés. C'est avant de sortir, il faut que la première gang là, autour du leader CEO de la boîte, véritablement là, soit allés au bat ensemble là-dessus et eu les vraies discussions de fond sur pourquoi ils y vont et qu'ils y croient et qu'on y va all the way. Tant qu'il n'y a pas ce cercle inclusif, disons, ce cercle de safety circle, d'avoir les vraies discussions et qu'on puisse s'engager au moins sur un des axes de la diversité, ça ne sert à rien d'aller vers les employés. Donc, il faut vraiment un engagement fort. Il faut aussi, je pense, avoir une posture d'écoute et de bienveillance, prendre les gens là où ils sont. Donc, d'où l'importance d'être bien des alliés au top. Pour après, on va prendre les gestionnaires là où ils sont, on va prendre des fournisseurs là où ils sont, on va amener tranquillement nos exigences, etc. Parce que vous savez, quand on commence à travailler, par exemple, sur la parité, les hommes dans une compagnie, ils ont peur. Et c'est la réalité. Tu as beau dire que non, pas du tout. C'est pas vrai. Il y a une peur qui s'installe, il y a une croyance qui s'installe dans la tête. Ah, bah c'est fini. Il faut être une femme pour avoir des promotions maintenant. Et idéalement jeune et idéalement un peu bronzée. Et donc, il y a des jeunes hommes qui vont dire, bah, nous, on n'a plus de place. Vous voyez? Donc, c'est important de dire, bah, bien sûr que non. Bien sûr que tu as la place. C'est juste que là, on est en train de remarquer que vous êtes juste, je dis n'importe quoi, 40%, et au top, vous êtes 80%. Donc, on veut juste ramener un équilibre. Alors, comment tu pourrais nous aider, etc. Et aussi écouter les peurs des groupes majoritaires. Et c'est important. Dans ce cas-là, je parle des hommes, mais ça pourrait être toute autre forme de diversité. Donc, les écouter et puis se donner des cibles. Là, honnêtement, faux. C'est pour ça que je dis, choisissez vos batailles, choisissez grâce à votre portée exactement là où vous voulez travailler. On ne peut pas tout travailler. On peut pas. Vouloir tout travailler, c'est comme vouloir rien travailler. Donc, choisissez là où vous voulez travailler, les segments spécifiques de diversité, donnez-vous des cibles et suivez-les. Et puis, enfin, moi, ce que je fais, puis j'aime ça, là, c'est sûr que c'est une grosse organisation. Moi, j'aime prendre les organisations quand je les transforme d'en haut et d'en bas. C'est-à-dire, oui, travailler beaucoup avec le leadership pour qu'il porte ça, mais aussi permettre que le changement vienne d'en bas également. Donc, moi, je crois beaucoup à la force des employés, des groupes ressources d'employés. Dans le cas des femmes, bien sûr que je crois aux communautés des femmes et d'en créer au sein des organisations pour faire grandir la parité. Je crois à l'importance d'avoir des groupes d'employés de différentes diversités ethnoculturelles pour avoir des discussions sur des éléments de discrimination ou autres et les entendre parce qu'ils ont les solutions. Et c'est eux, au fait, les alliés. Les alliés, ce n'est pas juste les leaders. Absolument. Donc, oui, le leadership, très important qu'au départ, soit convaincu puis qu'il travaille main dans la main avec l'équipe. Posture d'écoute et de bienveillance, hein, absolument. Donc, on écoute tout le monde. Puis là, on a des mentors avec nous, ils savent exactement de quoi on parle. Écoute et bienveillance, mais on écoute aussi justement les gens qui sont peut-être pas les minorités finalement, mais qui, eux, peuvent avoir certaines craintes. Alors, il faut les écouter, c'est super important. Avoir des cibles précises, et ça va m'amener à ma prochaine question, mais d'abord aussi s'entourer d'alliés. Et les alliés, ça peut être donc les employés qui ont donc utilisé les solutions. Alors, j'avais envie de te proposer, Salwa, une dernière question parce que je vois les questions du public qui rentrent. Ma question serait justement sur les cibles. Alors, maintenant, quels sont les indicateurs que l'on peut suivre et comment on peut mesurer son évolution? En fait, ça dépend, comme je disais, du stade où est-ce que vous êtes. Les indicateurs de base en diversité, c'est des indicateurs de représentation. Donc déjà, juste de savoir quel taux de représentation on a au niveau de nos femmes dans nos postes de cadre supérieur, la représentation des femmes dans la gouvernance, donc au niveau de la diversité, ça c'est au niveau de la diversité de genre, mais après c'est la même chose au niveau de la diversité ethnoculturelle
culturel, au niveau de tes postes d'entrée, de ton middle management, de tes cadres supérieurs, de ta gouvernance, etc. Donc ça, c'est déjà la base. Vous pouvez prendre juste toutes les organisations qui sont sur la charte fédérale, elles n'ont pas le choix depuis des années de suivre leur représentation sur les différents segments, les minorités visibles, ethniques, les personnes avec un handicap, la population autochtone et tout. Et résultat, toutes ces firmes-là qui sont sur la charte fédérale ont de meilleurs résultats que celles qui ne le sont pas. Tout simplement parce qu'ils le suivent depuis plus de 20 ans. Alors ça, c'est la base. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on va croiser la diversité avec les autres enjeux de main-d'œuvre. Donc, si vous avez un enjeu de fidélisation, après, c'est de dire, OK, j'ai un enjeu de fidélisation, mais qui je perds? Est-ce que je perds plus les femmes? Est-ce que je perds plus la diversité ethno-culturelle? Est-ce que je perds plus mes jeunes, etc. Donc, c'est de croiser au niveau de la fidélisation. Et quand on veut parler d'inclusion, les indicateurs vont être aussi des indicateurs qualitatifs. Donc, c'est d'avoir des sondages où on voit jusqu'où les différents groupes se sentent inclus dans l'organisation. Fait que ça va toucher un peu à vos questions que vous avez en termes d'engagement et de voir jusqu'où les personnes ont l'impression d'avoir une place autour de la table, d'avoir les mêmes chances de promotion. Est-ce qu'il y a une perception de même chance au niveau de la mobilité? Et après, en termes d'équité, ben, c'est sûr qu'on va commencer à suivre, nous on le fait déjà, les taux de promotion des différents groupes, les taux de mobilité des différents groupes, et ça va jusqu'à le taux de santé. Wow. Qui tu rends le plus malade dans ton organisation? Et voilà, donc ça va jusque-là. Donc ça, c'est par rapport à l'EDI. Puis par rapport à votre plan après, vraiment de voir le niveau de complétion à tous les niveaux. Et dans le déploiement, on n'en a pas parlé, mais vous allez le voir dans le document qu'on vous faire suivre. Définir un plan, c'est facile. Le déployer, c'est très long. Et donc, il y a 3 éléments. Moi, je dis toujours, dans ma vie, j'en ai déployé des plans, donc je me dis, il y a trois critères. Moi, j'appelle ça les 3 R. 1, il faut être réaliste. 2, il faut absolument reprioriser. C'est pas parce que tu l'as pensé, tu l'as rêvé, il est génial. C'est le test du terrain et il faut que tu puisses revenir sur tes décisions et rechanger et redéfinir, quitte à le remettre sur une plus grande, un plus long temps. C'est pas grave, mais de reprioriser. Et le 3e élément, c'est de réengager. Parce qu'à chaque groupe, il faut réengager d'autres personnes. C'est pour ça que je dis la diversité, c'est tout le monde. Si vous le prenez dans une définition large, que c'est accueillir l'humain pour ce qu'il est, on est tous le différent de quelqu'un. Donc, à chaque fois, vous engagez, vous commencez la bataille pour les femmes. Ce n'est pas les femmes qu'il faut convaincre, c'est les hommes. Vous voulez plus de diversité ethnoculturelle, ce n'est pas eux qu'il faut les convaincre. C'est le groupe majoritaire. Vous commencez quelque chose sur les pronoms, la diversité LGBTQ+, c'est pas eux qu'il faut convaincre. Eux, ils le savent, hein, ils signent déjà leurs pronoms, c'est tous les autres. Donc et ça, moi, c'est généralement ce qui m'empêche de dormir dans mon rôle. C'est toujours le différent de quelqu'un. Et on est tous le différent de quelqu'un. Donc, c'est ça, c'est ombre et lumière et on est pris avec. Mais c'est ça la beauté de la chose, en fait, c'est qu'on est unique et chacun a droit à sa place. C'est ce que j'entends. Hein. Tu parlais beaucoup du cœur tantôt, là, que c'est important de respecter la diversité de chacun, mais c'est ça, en fait. Alors, très intéressant, donc, sur l'impact, mesurer la représentativité des femmes, des diversités ethnoculturelles, etc., parmi chacune des parties prenantes, réviser les processus de ressources humaines, les processus d'affaires pour que ça soit équitable pour tous. Et moi, j'ai beaucoup aimé tes 3 R que je vais réutiliser moi-même. Donc, être réaliste, reprioriser et réengager, donc tout au niveau du plan d'action. Donc, ce sont des clés de succès. Salwa, c'est super intéressant. Puis là, écoute, moi, je vois, hein, j'ai 2 écrans, puis là, je vois les questions qui arrivent depuis tantôt. Alors, je serais tentée de dire on y va. Et on commence avec Francis Bélim qui nous pose une question. Francis, que je salue, qui est mentor au réseau. Donc, il dit quels sont les premiers résultats mesurables obtenus suite à la mise en place de la démarche chez Desjardins? Excellente question. Nous, sérieusement, la parité a été vraiment le cheval de bataille.
Et on est très fiers d'avoir réussi à atteindre la parité totale autour de notre président. On est en zone paritaire dans tous nos postes de cadre supérieur. Les femmes dans le funnel de gestion, elles sont majoritaires. Donc là-dessus, on est très fiers. Donc, on est capable de le voir évoluer. Et honnêtement, si tu le suis pas, tu le vois pas. Puis quand tu arrives à des postes de vice-président où il n'y a pas, tu sais, c'est un petit nombre, à chaque restructuration dans des grandes organisations comme ça, il faut que tu gardes la vue là-dessus. Donc, on a vu une grande amélioration au niveau de notre parité. Et 2024, on veut être partout 100% en zone paritaire. Notre réalité comme coopérative, c'est que contrairement aux autres organisations, nous, on n'a pas un seul CA. D'accord? On en a 280. Parce qu'on est, chaque caisse a son CA et nos filiales ont leur CA. Donc, et on réussit à atteindre la zone paritaire malgré tout C'est dans nos incroyable. CA. C'est ça, c'est juste incroyable. Là, on n'a pas, c'est dans les administrateurs. Là, on n'a pas encore réussi à atteindre la parité 100%. C'est dans nos postes de VP, on n'est pas encore à parité. Et donc, mais on le vise pour 2024. Donc, on a encore, l'année prochaine va être une grosse année. Les 2 prochaines années vont être une grosse année. Et on ne le réussit pas non plus dans les postes de présidente de CA. On s'est amélioré là. On est au-delà du 30%, ce qui est génial. Mais on n'est pas encore à la parité. Alors, vous voyez, malgré le fait qu'on y croit, qu'on y met tous les efforts, etc., je vous dis, ça prend du temps et pas parce que la volonté n'est pas là, c'est parce qu'aussi, dans ce cadre-là, il faut donner le goût à des femmes d'aller vers ces postes-là aussi. Donc ça, c'est notre grande fierté. L'autre réalisation aussi, une belle amélioration dans la représentation de la diversité ethnoculturelle, mais ça reste quand même un grand cheval de bataille pour nous. Mhm. Et surtout pour expliquer à tout le monde qu'il faut juste matcher le territoire. On ne te demande pas, c'est sûr, nous, on est partout hein, au Québec. Donc, c'est sûr, si tu es en Gaspésie, je ne vais pas te demander d'avoir 20% de ta main-d'œuvre qui est en diversité ethnoculturelle. Je te demande juste de matcher la diversité du territoire. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de croyances à défaire par rapport à ça. Donc là-dessus, on doit continuer notre travail, mais on voit, au moins, on est capable de suivre et de voir l'amélioration. Puis après, c'est génial quand tu suis les choses, c'est que comme on est partout au Canada, il y a la réalité du Québec et la Ah, ah. réalité de l'OAO. Alors, c'est extraordinaire. Les défis ne sont pas les mêmes. On explose nos chiffres de diversité ethnoculturelle de l'autre côté, ben, c'est normal, il y en a plus. Le bassin est beaucoup plus élargi. Mais par contre, on a du mal avec la jeunesse, par exemple, de l'autre côté. Alors, c'est OK. intéressant de voir que les défis ne sont pas les mêmes et ta stratégie ne peut pas être un one size fits all. Après, tu dois diviser et l'adapter à la réalité territoriale et des communautés. Ah, absolument. Puis ben, au Québec, on le vit, hein, on a quand même des régions, plusieurs régions administratives avec des réalités régionales différentes. Donc, c'est le même défi. Et je trouve ça intéressant que tu nous parles des fiertés, puis en même temps des défis qui restent de votre côté, même si vous avez toute une équipe en place, ça démontre effectivement que ça peut prendre du temps. Et c'est correct comme ça. Donc, hein, c'est bon, super. On a une question maintenant, ça doit de Marie-Hélène Pelletier. Elle nous demande, est-ce qu'il existe un endroit qui présenterait tous les segments de la diversité à ne pas oublier de la façon la plus exhaustive possible, même si c'est en évolution, là? Oh, wow, quelqu'un qui veut avoir. Je peux voir Roxane oui, j'ai une slide là-dessus Oh, on pourrait partager. Puis ce qui est important super. à garder là-dessus, c'est de voir l'intersectionnalité. Donc c'est un Mhm. concept théorique, mais je vais essayer de vous l'expliquer de manière la plus simple possible. Moi, je suis intersectionnelle, d'accord? Plus jeune dans ma carrière, j'étais encore plus intersectionnelle parce que j'étais jeune, j'étais une femme arabe musulmane, d'accord? Et l'intersectionnalité, ce que ça démontre, c'est que chacun de nous peut appartenir à plusieurs segments. Et quand tu appartiens à plusieurs segments, ce que ça veut dire, c'est que normalement, euh, 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 tu- les barrières sont plus grandes. Mm. Tu vois, à chacune, tu as une barrière
plus grande qui s'ajoute. C'est comme si tu disais le plafond de verre, il est très haut. Mais ça, je donne cet exemple, mais on le vit avec plein d'autres formes de diversité. Donc, nous sommes vraiment chaque individu. Donc, tu peux, Roxane, tu vois, tu es une femme, tu fais partie du groupe majoritaire, mais supposons si tu avais n'importe quelle incapacité qui ne se voit pas. D'accord? Donc, ça c'est un truc en plus que tu as qui quand même est une autre barrière par rapport à une autre femme du groupe majoritaire qui n'a pas, par exemple, un trouble quelconque. Donc ça, c'est quelque chose qui a été documenté et ça vous permet de voir l'addition des compositions de notre identité et qui viennent créer encore plus de discrimination, en fait. Le risque de discrimination augmente plus tu fais partie de plusieurs segments. Et donc, comment aussi on peut en être conscient comme organisation et comme société, mais aussi l'avantage de voir ça en intersectionnalité, le grand avantage, c'est de dire, ben, si je me mets des cibles de femmes, de jeunes, de diversité ethnoculturelle, il suffit que je recrute une femme jeune de la diversité ethnoculturelle et j'atteins en un recrutement 3 améliorations. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pas juste pour se prendre la tête que, oh mon Dieu, il y a plein de Ça peut être barrières, etc. favorable. Mais c'est favorable, exactement. C'est une manière de voir l'humain de manière plus complexe. Fait que oui, je vais voir, on a quelque chose, mais je vais aussi retrouver la slide qu'on a avec la Fondation Émergence qui peut être à valeur ajoutée. Je te remercie, Salwa, au nom de, pour Marie-Hélène et tous les gens. Je pense que ça va être une grande valeur ajoutée dans le document. Génial. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir quitter à 13h. Comme on a commencé un petit peu en retard, on peut étirer peut-être jusqu'à 13h05 parce qu'on a quelques questions encore. Pour ceux qui doivent quitter, on le comprend. Donc, la prochaine question. Il y a quelqu'un qui demande, selon vous, est-ce qu'il y a un écart entre selon ce qu'on veut mettre en place, donc au niveau stratégique, et l'application au niveau des tactiques et de l'opérationnel? Je pense que c'est un peu en lien avec ce que tu disais tantôt de reprioriser quand on arrive sur le terrain. Ce qu'on a mis sur le plan, des fois, ça s'adapte un peu moins bien côté Ah, terrain. mais il y a des écarts majeurs, surtout si vous y allez d'un point de vue, surtout si vous y allez d'un point de vue dogmatique. Le grand danger de l'EDI, et puis moi je le dis dans mes équipes, moi dans mes équipes, je leur dis c'est simple. Chez moi, il n'y a pas de place pour des divas et il n'y a pas de place pour le militantisme. Et je suis vraiment très à cheval là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inventent experts sur le sujet ou qui se sentent experts sur le sujet. Pour moi, même si je m'y connais un peu, je ne dirais jamais que je suis une experte parce que c'est dur de maîtriser tous les éléments. C'est comme si tu disais, je vais maîtriser c'est quoi l'humain, tu sais. C'est comme, C'est absolument ça. ça manque un peu d'humilité, disons. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'y a pas de place pour des divas et pas de place pour le militantisme. Parce que tu peux militer à l'extérieur, ça ne me dérange pas. Mais chez nous, dans mon équipe, je ne suis pas là pour me battre pour la communauté noire. Je ne suis pas là pour me battre pour les musulmans. Je ne suis pas là pour me battre pour les femmes. Je ne suis pas là. Non, je suis là pour me battre pour créer une entreprise inclusive où chaque personne se sent bienvenue comme elle est. Et il y a des diversités qu'on ne voit pas. Alors, bien sûr, on est en retard sur certains segments. Bien sûr. Alors, oui, tu vas réparer des injustices. J'ai aucun enjeu et c'est essentiel. Mais c'est pas que ça. Et c'est ça qui rend cette job vraiment difficile. Et donc, c'est pour ça que je vous dis l'importance, oui, d'y croire, oui, d'y aller, mais attention au militantisme. Et quand on adopte une posture un peu militante, c'est là où je trouve qu'il peut y avoir un écart entre ce que tu espérais et la réalité. Parce qu'il y en a qui arrivent et pour eux, là, c'est l'idée du siècle.
Tu sais, moi, j'en reçois là des idées de mes équipes ou des idées qui émergent, etc. Et là, tu as le test de la réalité quand tu l'amènes. Donc, tu peux être dans quelque chose d'aussi simple que de dire je vais généraliser les pronoms partout. D'accord? Et pour toi, tu es rendu là, parce que tout le monde commence déjà dans les employés à signer avec leurs pronoms, etc. Ta, ta, ta. Mais si tu as beau bâtir un super guide, tu as beau amener ça, il y a des gens qui vont le voir comme quelque chose, vous allez m'obliger à faire ça. Tu vois là, alors que c'est juste quelque chose que tu amènes si les gens le veulent et que tu veux uniformiser. Mais dépendamment de comment tu l'amènes, il y a une partie de la population qui ne se sent pas concernée et au lieu de servir ta volonté d'aider les gens à s'afficher et ceux qui le souhaitent, etc., de prendre part à ça, ce qui doit être quelque chose d'inclusif et d'ouvert, devient au contraire pour une partie de la population quelque chose qui est un turn-off, au fait. Et c'est ça le grand défi, parce que c'est des petits gestes que tu peux penser que tout le monde va les vouloir, mais comme je vous dis, on convainc une personne à la fois. Donc, il faut aller chercher toujours le doigté du receveur, et du receveur pas mainstream. Donc, euh, donc, euh, donc oui, il y a des décalages et des décalages. Moi, j'en ai vu. On en a eu des ratés. Et ce qui est génial, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Et le plus important, c'est d'aller. Maintenant, nous, on le fait systématiquement avant de sortir n'importe quel guide, que ce soit le guide de tout ce qu'on a sorti sur la transition de genre, tout ce qu'on a sorti sur le racisme et la discrimination à l'interne, etc. Au fait, on le co-développe avec des gens qui ont vécu la situation. Donc, notre guide sur la transition de genre qui a fait l'unanimité, ben, c'est simple, on a accompagné une caisse qui vivait le retour d'un employé qui allait être en transition. Et on a fait toute la démarche avec eux. Et on l'a vécu au complet avec eux. Ils ont testé tous les outils. Et après, c'est ça qu'on a amené, mais sur un cas concret. Et, et c'est pour ça que je vous disais dès le départ, il y a la tête et il y a le cœur. Et si vous allez juste avec la tête, c'est cartésien, c'est sûr, c'est ça qu'il faut, c'est ta. Si vous ne gardez pas la réception au niveau du cœur, ça va être différent, difficile à faire passer. Donc, on respecte les gens, on fait des essais, des erreurs et c'est correct comme ça. Et puis, moi, je retiens ce que tu viens de dire. On a beau essayer d'être expert ou de comprendre quelque chose, si on ne le vit pas nous-mêmes, c'est un peu difficile d'en parler. Alors, de travailler en équipe, en fait, avec ces gens-là, on peut maintenant mieux comprendre leur réalité et mieux accompagner ensuite les gens à saisir ce qu'ils vivent finalement. C'est très enrichissant. OK, Et vous allez super. en rencontrer, ce que je voulais dire, Roxane aussi, tu sais, moi, Oui, oui. mes équipes, là, quand ils me disent, ah ouais, non, non, dans ce secteur, c'est bloqué, ils comprennent pas, ta. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que tu as fait pour créer de l'ouverture? Tu sais, et c'est vrai, tu sais, si on a organisé tout un panel, justement, avec des hommes, pendant le mois de la femme, parce que chez nous, on ne célèbre pas juste le 8 mars, mais tout, mais on voulait la voix des hommes. Les jeunes hommes qui nous disent qu'ils ont l'impression qu'ils n'auront plus leur place. Il faut jumper in là et dire qu'est-ce que je peux. Il faut que je les accueille, il faut que je comprenne cette peur. Ils n'ont pas à avoir peur, on ne fait pas ça pour ça, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais l'autruche et tu dis que ça n'existe pas ou que j'en ai rien à faire. C'est le tour des femmes. Ça marche pas là. C'est pas ça. Donc tu dois les accueillir autour de la table, avoir accès à leur vision de ce monde-là et essayer de faire en sorte qu'ils fassent partie de la solution parce que sinon on est en aveugle sur une partie de la Oui, population. absolument. Non, c'est un excellent point que tu as fait au préalable d'ailleurs, mais effectivement, respecter le point de vue de tout le monde, puis comment que les gens se sentent par rapport aux situations. On est dans l'humain. On est vraiment dans l'humain. J'aurais peut-être une dernière question qui vient de Vanessa, qui nous demande pour le marketing inclusif, quelle serait la meilleure approche selon vous? Est-ce que c'est de commencer par un type de diversité et ensuite passer aux autres? Oh, wow. Une bonne question. C'est une excellente question. Je dirais que au niveau de votre image de marque, non, faut représenter la population de manière globale.
au niveau ne serait-ce que des visuels, etc. Ça, je pense que c'est fondamental. Ce qui est important dans la stratégie marketing, c'est pareil, c'est de voir grâce à votre analyse de votre clientèle actuelle et des prospects de votre compagnie, de pouvoir mieux targeter les grands segments auprès desquels vous voulez véritablement vous différencier. Il peut y en avoir deux, trois, quatre ou deux, trois pour commencer et puis de rester stické avec ça. L'avantage, là encore, si vous allez vers un monosegment, disons, ben, l'idée, c'est de le travailler en intersectionnalité. Donc, si vous dites, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, chez nous, c'est la jeunesse. La jeunesse est un des grands axes de Desjardins dans notre positionnement externe. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas tout le monde, mais on veut redonner d'un point de vue impact social aux jeunes, mais c'est de la jeunesse en intersectionnalité. Donc, tu donnes aux jeunes, mais tu peux choisir les jeunes femmes et faire quelque chose pour des jeunes femmes en TI. Tu peux choisir les jeunes de la diversité ethnoculturelle de Montréal-Nord et de redonner dans des startups et des accélérateurs d'innovation en Montréal-Nord, etc., etc. Donc, tu gardes le jeune, mais tu ajoutes les autres segments de la jeunesse. Mais partez vraiment de vos clients, de leurs besoins et là où vous voulez vous différencier d'un point de vue business, c'est dans votre niche. Merci, Salwa. Écoute, on avait encore des questions. On arrive à la fin, malheureusement. On aurait pu en parler encore très longtemps et je vois la passion que tu as du sujet. Alors, je te remercie vraiment pour toutes ces réponses très enrichissantes. D'ailleurs, notre atelier est enregistré. Il sera disponible en différent. On vous enverra le lien de l'atelier avec évidemment la présentation de Salwa, les petits ajouts qu'elle souhaite faire également pour répondre à vos questions. Et puis moi, Salwa, j'aimerais vraiment te remercier au nom des participants de notre équipe pour ta présence ce midi. Remercier l'ensemble des gens qui étaient avec nous et qui s'intéressent au sujet. Pour nous, je pense que c'est vraiment un très bon pas dans la bonne direction pour avoir des organisations beaucoup plus inclusives, équitables. Alors, je pense que c'est un excellent point. Et puis, peut-être un petit dernier mot. Je veux remercier Desjardins, notre partenaire des ateliers D. Et d'ailleurs, on aura 2 prochains ateliers D dans le cadre de notre rendez-vous Réseau Mentorat, le plus grand événement pour entrepreneurs et mentorat au Québec. Donc, ce sera à l'Hôtel Bonaventure, 15 et 16 novembre. Et dans ce cadre-là, on aura 2 ateliers D. Un, le gym créatif avec Mathieu Roy-Paré, où on va parler de créativité et d'innovation au sein des équipes de travail. C'est super important. Ça va parler de diversité pour avoir justement des entreprises plus créatives et innovantes. Donc, on va continuer dans cette veine-là. Et un autre atelier avec Hélène Hollande sur Pitch Perfect, comment captiver ses clients. Alors, on va vraiment travailler sur ces éléments-là ensemble. Alors, on espère vous y voir. Ma collègue va vous mettre l'adresse pour l'inscription dans le clavardage. Et puis, je vous remercie. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci.